Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est le destin d'une grande actrice que Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Les films de Romy Schneider ont littéralement hanté mon enfance et au-delà de la beauté de cette actrice, de sa sensibilité, c'est la fragilité du personnage qui me paraît fascinant. Nous allons parler d'elle cet après-midi en compagnie de David Lelay-Allot qui a vu reparaître sa biographie aux éditions Télémac. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Le film s'appelle Clair de femme, il est signé Costa Gavras et on y entend notamment cette réplique. Il ne faut pas m'en vouloir, il y a des moments... Je n'ai aucune envie d'être heureuse. Je n'ai aucune envie d'être heureuse. On pourrait presque dire que ce n'est pas une réplique de cinéma. Je n'y arrive pas, dit Romy Schneider au téléphone à l'un de ses proches avant de mourir le 29 mai 1982. Je n'ai pas envie d'être heureuse. Je n'y arrive pas, vibrante, tragique et radieuse. On peut dire de Romy Schneider qu'elle aura été pendant toute sa vie poursuivie d'une certaine manière par des idées noires. Elle a aussi bien incarné l'impératrice d'Autriche, si évidemment, que la femme française libre et moderne. Je pense à un certain nombre de films de Claude Sautet. Voici comment le réalisateur, Claude Sautet, l'a décrit, je le cite, « Elle est belle et d'une beauté qu'elle s'est elle-même forgée. Un mélange de charme vénéneux et de pureté vertueuse. Romy, c'est à la fois une femme rayonnante et meurtrie et une comédienne qui savait déjà tout mais qui n'avait jamais pu l'exprimer. Romy, c'est la vivacité même, une vivacité animale avec des changements d'expression brutaux allant de l'agressivité la plus virile à la douceur la plus subtile. Romy, c'est l'actrice qui dépasse le quotidien, qui prend une dimension solaire. Je l'ai vue derrière la caméra, concentrée, angoissée, évoluant avec une noblesse, une impulsivité, une attitude qui encombre et dérange les hommes. Elle ne supporte ni la médiocrité, ni la décrépitude des sentiments. Pour tenter de saisir Romy Schneider dans toute sa complexité, je pense qu'il faut commencer par revenir à l'année 1938. Le 14 mars 1938, les troupes de la Wehrmacht entrent dans Vienne sous les acclamations générales. Imaginez partout des drapeaux nazis qui s'agitent tandis que retentissent les Heil Hitler, les morts aux juifs. Hitler est en train de triompher. Il célèbre l'Anschluss, c'est-à-dire le rattachement de l'Autriche au Reich allemand. Cette même année 1938, quelques mois plus tard, le 23 septembre, va naître la petite Romy. Elle n'aura pas connu la Vienne cosmopolite, la Vienne de la Belle Époque, tellement extraordinaire comme creuset intellectuel et artistique. La Vienne, je ne sais pas, de Stefan Zweig, la Vienne de Freud, etc. Celle du monde d'hier où les idées nouvelles fleurissaient aux terrasses des cafés littéraires et où les intellectuels, les musiciens, les artistes, en partie juifs, étaient à l'avant-garde culturelle de l'Europe. Les parents de Romy, eux, ont connu cette Vienne-là, cette Autriche-là. Sa mère, Maria Magdalena Schneider, qu'on appelle Magda, et qui est allemande originaire de Bavière, est une ancienne sténodactylo qui est devenue chanteuse d'opérette, danseuse au théâtre. Au début des années 1930, elle s'est fait remarquer et a obtenu un certain nombre de grands rôles. Je pense notamment au film de Max Ophuls Liebelei. Les propositions se sont mises à affluer et on peut dire de Magda qu'elle s'est muée en véritable star du cinéma germanique. En 1933, sur le tournage d'un film, « Petite, je me réjouis que tu viennes », c'est le titre du film. Magda rencontre un acteur qui s'appelle Wolf Albaretti. Lui-même est l'héritier de toute une dynastie d'acteurs autrichiens. La grande société de production allemande de l'époque, l'UFA, les a réunis pour un même film sur une même affiche avec l'idée d'en faire le couple idéal. Vous savez, c'est les jeunes premiers de l'époque, Magda et Wolf, qui vont tout simplement tomber sous le charme l'un de l'autre et se marier. En 1937, avec ses premiers cachets, Magda fait construire un grand chalet familial qu'elle va appeler Mariengrund, l'enclos de Maria. Elle l'installe dans le décor idyllique des Alpes bavaroises. Où ? Eh bien, je vous le donne en mille. Il y a comme ça des coïncidences de l'histoire. Ce décor à la Heidi avec ses prairies et ses cimes enneigées, ce décor se trouve sur les hauteurs de Berchtesgaden.
Et évidemment, c'est là qu'Hitler, de son côté, a établi ses quartiers d'été dès les années 1920. C'est là qu'il a rédigé son fameux ouvrage, enfin en tout cas une partie de Mein Kampf. La montagne du Kehlstein à Berchtesgaden est restée célèbre. En contrebas se situe le Berghof, qui donc est la résidence secondaire d'Hitler. Et puis tout en haut, le fameux Nid d'Aigle, qui sera construit en 1937, un lieu dont le sol a été foulé évidemment par tous les grands personnages de l'époque, par les hauts dignitaires nazis, évidemment. Il y a là-haut une grande cheminée de marbre rouge qui a été offerte par Benito Mussolini. Enfin, vous voyez un peu l'ambiance générale. Entre 1933 et 1945, Magda, la mère donc de la petite Romy, va tourner dans plus de 35 films, la plupart produits par l'UFA, cette société de production allemande qui a entièrement exclu maintenant les Juifs et qui est contrôlée de façon serrée par le régime nazi sous le regard de Joseph Goebbels. Magda Schneider a certainement fait partie du cercle proche d'Adolf Hitler. Jusqu'à quel point ? Évidemment, la question n'a pas de réponse certaine. Un certain nombre de photos nous montrent Magda tout sourire à côté du Führer. Elle est sa voisine directe, tout simplement. La mère de Romy figure aussi dans un film tourné par Eva Braun, donc par la compagne d'Hitler sur la terrasse du Berghof. Magda était proche de Martin Bormann, ce haut dignitaire nazi très proche conseiller d'Hitler, qui conviait Magda et sa fille aux anniversaires de ses enfants. La petite Romy a joué sans doute avec les enfants de Martin Bormann. Alors, peut-être que lors d'une de ces fêtes, Hitler a pris l'enfant dans ses bras. D'ailleurs, est-ce que Magda, la mère de Romy, aurait pu être, après tout, la maîtresse du chancelier du Reich ? Ces questions, Romy ne va plus cesser de se les poser par la suite. Seulement pour l'instant, l'enfant qu'elle est encore n'a pas vraiment conscience de tout ça. Bien sûr, elle ne sait rien de l'histoire nazie. Elle ne découvrira tout ça que plus tard, bien sûr. Elle grandit à l'abri des horreurs de la guerre, dans un monde absolument idyllique. Elle est épargnée. Pendant son adolescence qu'elle passe en pension, elle est la proie des tourments habituels que toute jeune fille de son âge est appelée à connaître. Elle rêve de liberté. Elle rêve de devenir comédienne. Et en 1954, la jeune, la belle, l'innocente Romy, qui a 16 ans, s'apprête à faire au cinéma ses premiers pas. Elle ne sait pas encore évidemment que toute sa vie, cette enfance si particulière et ce passé tellement sujet à controverse ne cesseront plus de la tarauder. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre, sur les traces de Romy Schneider au cœur de sa vie. Elle est toute petite et nous explorons surtout cet après-midi ses relations avec sa mère, Magda Schneider, qu'on a appris à connaître avec vous, Franck, il y a un instant. Magda Schneider qui a côtoyé les cercles d'Hitler, peut-être même le chancelier lui-même. Que devient une actrice comme Magda Schneider en 1945 lorsque la guerre est finie et surtout lorsque Hitler perd? Ah bah oui, là le cinéma nazi s'effondre complètement. En 1945, vous imaginez bien, c'est la dénazification. La société, la UFA est dissoute par les Alliés qui prennent le contrôle des studios de production de tous les films allemands et il n'y a plus de place, évidemment, pour une actrice comme Magda Schneider. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les comédiennes comme elle doivent trouver d'autres moyens de subsistance. Alors il y en a qui vont être engagées pour un certain nombre de tournées dans les garnisons. Il y a beaucoup de troupes d'occupation dans l'Allemagne de l'époque. Elles chantent, elles sont payées comme on peut, parfois avec des paquets de cigarettes. Les temps sont très durs dans cette Allemagne du lendemain de la guerre et Magda doit attendre de longues années avant de pouvoir faire de nouveau sa petite place dans ce monde du cinéma où elle était autrefois quasiment la reine. Et pour cela, elle va s'appuyer sur qui, d'après vous? Eh bien, évidemment, sur cette jeune fille, sur sa fille qui rêve de faire du cinéma. Elles vont en faire du cinéma ensemble, en duo. Romy sera en quelque sorte le gage de retour de Magda à l'écran. À 16 ans, 1954, Romy Schneider est engagée pour jouer la princesse Elisabeth d'Autriche dans le célèbre film Sissi. Elle va jouer cette jeune Elisabeth Wittelsbach qui va devenir l'impératrice Elisabeth d'Autriche. Magda, de son côté, joue le rôle de la mère, la grande duchesse de Bavière. La mère et la fille forment un duo qui marche complètement. On peut dire que c'est une recette de succès. C'est un triomphe, ce film-là. Et lorsqu'on lui propose
propose de jouer dans le deuxième volet de Sissi, évidemment, Romy, qui aspire à d'autres rôles, refuse. Elle ne veut même pas en entendre parler, mais comment refuser un succès qui est couru d'avance, si je puis dire? Elle finit par céder, et après Sissi impératrice, elle va même jouer un troisième opus, Sissi face à son destin, si je ne m'abuse, avant de refuser de tourner le quatrième. Je ne suis ni charmante ni délicieuse et j'aspire à prouver mes qualités et mon tempérament d'actrice qui refuse de se laisser enfermer dans une catégorie bien typée de rôles concoctés pour elle, dit-elle. Désormais, c'est décidé. Romy veut s'émanciper et pour cela, elle accepte de jouer dans Jeune fille en uniforme, où elle va incarner une jeune élève de pensionnat prussien qui entretient des rapports pour le moins ambigus avec mademoiselle von Bernburg, qui est sa professeure, incarnée, elle, par Lily Palmer. Lily Palmer fait à Romy l'effet d'une sorte de révélation, la comédienne juive qui elle avait dû fuir l'Allemagne nazie et qui lui raconte son exil, renvoie cette jeune actrice à sa propre mère. Et pour la première fois, je pense que c'est le moment où naissent dans l'esprit de Romy un certain nombre d'interrogations. Qu'ont fait ses parents pendant la guerre? Au printemps 1958, elle arrive en France pour tourner Christine. Elle quitte donc l'Autriche, elle va s'installer à Paris avec Alain Delon et surtout, elle accepte une proposition audacieuse et même ambitieuse, un rôle principal aux côtés d'Alain Delon dans une pièce de théâtre de John Ford. Dommage qu'elle soit une putain, mise en scène par Luchino Visconti en personne. Emmanuel Bonini écrit: le sujet est tentant, mais l'aventure périlleuse, car sans expérience aucune de la scène, la jeune actrice doit en outre assimiler en un temps record les subtilités de la langue de Molière. Lorsque Magda prend connaissance du projet par-delà les Alpes, elle hurle dans le combiné téléphonique: le pari n'est que pure folie. Sa fille court à sa perte. Je ne te permettrai jamais cela. Hargneuse et indignée le soir même, Romy donne son feu vert à Visconti. En 1963, la jeune comédienne va jouer dans le rôle d'Otto Preminger Cardinal, le rôle d'une riche Autrichienne arrêtée par les SS. Et à ce moment-là, c'est en tout cas sa biographe Sophie Guillou qui nous le dit, on ne peut pas dire que Romy soit davantage préoccupée par la réflexion politique qui sous-tend le film que par son ascension professionnelle. Sa prise de conscience ne vient pas tout de suite, et il faut comprendre ça évidemment, il y a une forme d'occultation assez naturelle, ça va venir progressivement. Elle commencera à avoir de plus en plus la certitude qu'en jouant dans les films Sissi, elle a contribué à servir ce que Sophie Guillou appelle l'amnésie collective, en incarnant cette impératrice d'un autre âge, bel alibi historique qui évitait aux Allemands et aux Autrichiens de s'interroger sur un passé beaucoup plus proche. Romy poursuit son enquête sur le passé de ses parents, elle les interroge, leurs réponses sont toujours très évasives, ai-je besoin de vous le dire. Alors, elle se tourne vers des personnes qu'elle admire, vers le cinéaste Otto Preminger, un juif exilé, vers la grande et célèbre Marlène Dietrich, à qui elle se confie bien sûr, et elle les interroge sur la guerre, sur leur exil, sur cette période nazie et face à ce passé qui maintenant la hante et qui pèse sur elle comme une véritable chape de plomb, face à cette culpabilité qui peu à peu se met à la ronger. Romy Schneider choisit de plus en plus souvent des rôles politiques ou des rôles qui vont marquer. C'est un petit peu peut-être pour elle une manière de racheter des crimes qu'elle n'a évidemment pas commis. Est-ce qu'on a besoin de le rappeler? Bien sûr, elle est totalement étrangère à tout ça. Elle est née tellement tard, je me permets de vous le rappeler. Dans un film qu'elle tourne en 73, Le Train, elle est une juive allemande réfugiée en Belgique. Très émouvante, très digne dans ce film. 2 ans plus tard, dans Le Vieux Fusil, évidemment, film de Robert Enrico, inspiré par le massacre d'Oradour-sur-Glane notamment, son personnage se fait sauvagement violer par des soldats SS. Et d'ailleurs, il faut vous dire que outre-Rhin, cette scène de viol va être censurée. Entre-temps, l'Autrichienne a épousé un homme qui est de 14 ans, son aîné, comédien, metteur en scène et juif, Harry Meyen. Ils ont donné à leur fils un nom biblique, David. Vous voyez que tout ça n'est pas neutre, évidemment. Alors qu'elle était retournée vivre en Allemagne, Alain Delon l'a fait revenir en France pour le tournage du film La Piscine. La France devient véritablement son pays à ce moment-là. Et on va la voir tourner le dos à l'Allemagne et à l'Autriche, disons-le. Dans les films de Claude Sautet, elle va désormais incarner la femme française de la fin des années 60 ou des années 70, femme libre, moderne, les choses de la vie.
dont on se souvient de cette réplique, hein, tu m'aimes parce que je suis là, mais s'il faut traverser la rue pour me rejoindre, tu n'es plus là. Et puis Max et les Ferrailleurs, et Mado, César et Rosalie. De l'Allemagne, finalement, il ne lui reste que ce léger, très léger accent. J'ai acheté 2 robes. Une petite bleue et une petite blanche au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire. On se demande pourquoi tout d'un coup. Antoine est venu nous voir. Pour les robes, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La rancune, l'oubli. David. César sera toujours César. Et toi, tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir. Au cœur de l'histoire sur Europe Carrefour.fr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous racontez, Franck Ferrand, aujourd'hui la vie de Romy Schneider, une actrice hantée par son passé, une actrice qui n'est ni allemande ni autrichienne finalement et qui est bien plus française. Elle est devenue française de cœur d'une certaine manière, oui, et ces années 70 sont aussi celles de la rencontre avec Michel Piccoli, qui disait de Romy qu'elle était en zigzag. Michel Piccoli la détend d'une certaine manière, il la fait rire, il l'appelle sans aucune fausse pudeur la Boche ou la Schleu ou l'Autrichienne. D'ailleurs, c'est un surnom qui va devenir l'autre chienne, référence au film de Fritz Lang, L'autre chien. Vous voyez, donc bon. Nous sommes Fritz Lang se considérait, enfin c'est comme ça que lui s'appelait, en tout cas se nommait. Nous avons, Romy et moi, la chance de nous comprendre dans le silence, dira Piccoli. Nous sommes des duettistes capables de faire passer quelque chose. Il sent chez elle quelque chose de persistant, une sorte de malaise, comme si elle se regardait toujours être, comme si elle n'était pas pleinement dans l'instant et dans l'action, comme étrangère à elle-même. Elle était toujours en suspens et en décalage, dira-t-il. Je me demandais pourquoi cette femme qui avait tout pour être heureuse ne l'était pas. Elle était fébrile, inquiète, doutant de tout, doutant d'elle-même surtout. Elle a eu tellement de chemins imaginaires ou réels, elle a eu tellement de vie finalement. La beauté calme et sereine de Romy, sa dignité toujours très en retenue, cache en réalité des tourments qui sont violents et qui, sans doute, la rongent de l'intérieur. L'acteur Jean-Claude Pascal dit « Ses yeux clairs, qui savaient si bien sourire, laissaient parfois s'échapper des éclats d'acier lorsqu'elle se sentait contrariée. » La comédienne est comme attirée toujours vers les abysses, vers ses démons. Paradoxalement, elle aspire, grâce au cinéma et à la fiction, à échapper à ces tourments, mais elle choisit ses rôles en fonction de ce qu'ils peuvent apporter d'ombre d'une certaine manière, pour ne pas dire de noirceur, et à chaque tournage, on la voit sortir littéralement lessivée. Et son inconscient la ramène à Sissi, d'ailleurs qu'elle va incarner de nouveau, vous savez, dans le film de Visconti, Ludwig, le crépuscule des dieux, comme si elle voulait, en incarnant une dernière fois cette impératrice Élisabeth, exorciser son passé. Parce que le personnage, sous les caméras de Visconti, prend une toute autre dimension, bien entendu. Quelques années après le tournage de cette dernière version de Sissi, elle va confier en 1978 à Marc Esposito, je le cite, « Maintenant fini, basta, je ne peux plus », dit-elle. Enfin, l'autre jour, quand il est repassé à la télévision, le lendemain, David, mon fils, m'a téléphoné de Ramatuelle et m'a dit « Tu sais, maman, ils ont repassé Sissi à la télé, mais je me suis endormi. » Et là, j'ai crié « Bravo !» Il y a un problème, vous voyez, avec ce personnage. Romy, c'est d'ailleurs intéressant nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, mais d'évoquer les chiens noirs de l'impératrice Élisabeth elle-même, puisque Sissi, vous savez, était d'une nature au moins neurasthénique et sans doute très dépressive. Romy devient de plus en plus exigeante, sensible au sens qu'on donne aux films qu'elle a tournés. Un jour, son amie, la comédienne Madeleine Robinson, lui parle d'un livre qu'elle vient de lire, un livre de Kessel, La Passante du Sans Souci, en lui disant que ce serait un rôle magnifique pour elle. Romy se jette sur le livre et ça fait comme un déclic, c'est une évidence. Elle veut qu'on adapte ça au cinéma. Elle va lancer le projet, voir le réalisateur Jacques Rouffio, qu'elle convainc de tourner donc La Passante du Sans Souci. On élabore un scénario et 2 histoires se mêlent. L'une en 1981,
Max Baumstein, qui est un homme respecté à la tête d'un grand mouvement de solidarité internationale, est marié à la belle Lina. Il retombe sur un ancien officier nazi qui l'avait torturé alors qu'il était enfant et qui avait assassiné ses parents, et il l'abat froidement. Et le film suit son procès, tandis qu'on a ce long flashback qui montre Max Baumstein quand il était justement enfant en 1933 en Allemagne, orphelin juif, qui a été recueilli par Elsa Wiener, et Elsa Wiener qui l'a élevé comme son fils. Il est convenu que Romy jouera deux personnages, Lina Baumstein et Elsa Wiener. Seulement, il y a des accidents qui retardent le tournage, des accidents au sens propre. Romy doit être opérée en raison d'une tumeur sur le rein droit. Et sa mère, Magda Schneider, qui a 72 ans maintenant, fait le voyage depuis l'Allemagne pour être là à son chevet. Or, le temps presse, le budget du film est serré. On prévient Romy que malheureusement, si elle n'est pas sur pied dans les prochaines semaines, on va devoir se passer d'elle comme actrice. Là, elle s'énerve, elle se lève subitement et elle crie que c'est elle qui fera le rôle. Et puis, en juillet 81, c'est-à-dire juste avant le tournage, il y a le drame terrible. Son fils David, de 14 ans, va s'empaler littéralement en tentant d'escalader la grille de la maison de ses grands-parents, et il va succomber à ses blessures. Et là, imaginez évidemment que cette mère complètement dévastée et qui tout de même va trouver l'énergie de faire ce film qu'elle a lancé. Ce sera son dernier film avant sa mort, sa propre mort, quelques mois plus tard. Les images de la passante du Sans-Souci prennent une dimension d'autant plus tragique. On voit à l'écran Romy, dans le rôle d'Elsa, hurler d'horreur lorsqu'elle voit le jeune Max roué de coups par les nazis dans les rues de Berlin, et c'est un cri strident et désespéré. Elle court au secours de son jeune fils adoptif, elle repousse les SS qu'elle griffe, qu'elle cogne, vous imaginez l'écho que tout cela prend. Et puis il y a cette autre scène qu'elle a eu tant de mal à tourner, celle du réveillon de Noël, où Elsa dîne en tête à tête avec le jeune Max, qui forcément fait penser à David. Elsa demande à Max d'interpréter au violon un thème poignant, celui de la passante du Sans-Souci. Et à chaque fois que l'enfant se met à jouer, à chaque fois bien sûr Romy s'est avec vous, nous revenons sur les différents aspects de cette vie tout en contraste. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Franck Ferrand vous emmène jusqu'à 15h au cœur de l'histoire de Romy Schneider. On se retrouve dans un instant juste après.
sur Europe 1. Jusqu'à 15h, nous sommes au cœur de l'histoire de Romy Schneider. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Romy Schneider cet après-midi sur Europe 1 et nous allons aller plus loin pour essayer d'en savoir plus sur cette immense actrice. Avec votre invité, Franck, vous recevez David Lelay. Hello, il est auteur de Romy, un livre paru aux éditions Télémac et préfacé par Alain Delon. Et oui, justement, cette préface d'Alain Delon, courte, forte et belle, nous rappelle évidemment cet épisode très important de la vie de Romy Schneider, sur lequel je suis volontairement passé vite tout à l'heure. D'Alain Delon, on peut dire qu'il est en quelque sorte le trait d'union pour Romy Schneider entre l'Allemagne et la France. Il est celui qui va la faire devenir française, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Et il est aussi sa planche de salut à un moment où elle est empêtrée dans les crinolines de Sicile, dans tous ces personnages germaniques qui lui déplaisent dans fortement. les jeunes filles en uniforme. Les jeunes filles en uniforme, etc. Où elle est aussi prise entre les griffes de sa mère, qui était quand même une femme assez terrible et assez tyrannique. Et c'est vrai que quand elle rencontre Alain Delon, c'est Paris qui s'offre à elle, mais c'est aussi une nouvelle carrière, c'est une liberté qui s'offre à elle. Et ce qui est assez amusant, c'est la façon dont elle rencontre, ou plutôt découvre Alain Delon, c'est qu'elle le découvre sur catalogue. Parce que comme elle est une actrice déjà très célèbre, quand on monte le film Christine en 58, on lui montre des catalogues avec des photos de garçons pour qu'elle choisisse son partenaire. Voilà. Et je pense que Delon effectivement avait en photo quelques arguments qui l'ont séduite, et donc elle a choisi ce garçon et elle se retrouve à Paris pour le rencontrer. Et Delon vient à l'aéroport l'accueillir avec un certain Brialy, qui est son grand pote, avec qui il fait les 400 coups. Ils sont deux jeunes artistes, deux jeunes comédiens. Jean-Claude Brialy, que nous aimons toujours saluer dans cette maison, évidemment. Oui, bien sûr. Et puis alors, il y a un truc très fort, là, c'est que Brialy parle très très bien allemand. Il parle couramment allemand. Et Delon ne parle pas un mot d'anglais et Romy pas un mot de français. Donc il va faire le go-between et la rencontre est pas très facile, parce que Romy est quand même une fille bien élevée, un peu bourgeoise, un peu guindée. Delon, c'est plutôt le mauvais garçon. C'est tout l'inverse. Ouais. Voilà, c'est ça. Et quand ils se rencontrent, ça fait des étincelles tout de suite. Alors elle le trouve trop beau, elle le trouve too much, elle le trouve... il est pas du tout à son goût. Oui. Et puis alors lui, il dit, qu'est-ce que c'est que cette petite oie blanche qui sort des jupes de sa mère? Donc la première rencontre est très électrique. Comme souvent, la première rencontre est ratée, en quelque sorte. Mais ça dure quelques mois en plus. Il faudra attendre que le tournage débute, que viennent comme ça quelques scènes d'amour. Je pense aussi que Romy a été encore plus enthousiasmée quand elle a vu les réactions de sa mère. En fait, quand elle s'est rapprochée d'Alain, elle a vu que ça énervait beaucoup sa mère. Voilà, c'est ça. Sa mère a sorti les griffes et je pense que ça a encore plus réjoui Romy. Et c'est à Bruxelles finalement que l'idylle a vraiment commencé entre Delon et Romy. Oui. Voilà, c'est ça. En fait, on peut dire du côté d'Alain Delon que lui a été marqué à vie, évidemment, par cette relation extraordinaire. Votre premier véritable amour ne vous lâche jamais la main. Il se rappelle à vous sans cesse. Il vous frappe sur l'épaule et en plein cœur, au détour d'une pensée ou d'un souvenir. Il vous court sur la peau tel un frisson, avec douceur ou violence, toujours dans la tendresse et la mélancolie. Romy vit en moi, dit-il, avec moi, tout contre moi. Nous avons grandi ensemble, nous nous sommes follement, démesurément aimés. C'est la part solaire, sans mauvais jeu de mots évidemment, c'est la piscine, c'est tout ça. C'est la part solaire de la vie et de la jeunesse de Romy Schneider. Oui, totalement. Et puis, alors, ce qu'écrit Delon est très joli, parce que Delon est un être profondément mélancolique. C'est quelqu'un de très... qui est vraiment abonné à son passé, et je pense qu'il a énormément de regrets par rapport à Romy Schneider. Même si effectivement ils se sont retrouvés via la piscine, ils se sont aussi beaucoup retrouvés dans les dernières années de la vie de Romy. Ils avaient un projet de film ensemble. Il a été très présent quand elle a perdu David, mais je pense qu'il a toujours eu des regrets par rapport à sa conduite. C'est lui qui est parti. Il s'est rapproché de Nathalie Barthélémy, qui est devenue Nathalie Delon. Elle est tombée enceinte tout de suite après la rupture avec Romy, et il a laissé Romy dans une détresse absolue. Et des années plus tard, Romy était encore vivante. Il a continué à déclarer dans les médias que Romy resterait toujours la mère de ses enfants. Il a toujours vu en elle la mère idéale. Vous l'appelez Romy, comme sur la couverture de votre livre. C'est le titre de votre ouvrage, David Lelay Hello. Un ouvrage publié, ou plutôt reparu, aux éditions Télémac. Avec vous, nous revenons maintenant sur le problème, si je puis dire. D'où venaient ces idées sombres qui, toute sa vie, auront accompagné Romy Schneider?
Mais oui, alors David Lelay-Hélo, la grande question de Romy Schneider, au-delà même du passé très spécifique de sa mère, sur lequel nous allons revenir dans un instant, c'est la question comment peut-on être allemande d'une certaine manière, et allemande née en 1938. Ça suppose toute une crise d'identité et une culpabilité qui la poursuit littéralement. C'est ça, véritablement, on se rend compte que toute la carrière et toute la vie de Romy Schneider va être liée à cette culpabilité, à cette double culpabilité. Une culpabilité à titre individuel, sa naissance effectivement en 38 à quelques kilomètres du nid d'aigle d'Hitler. L'amitié amoureuse très louche entre Magda Schneider et Hitler. Ils sont voisins, on peut dire. Ils sont voisins. Elle évoquera par exemple des fins de week-end où Magda s'en revenait chargée de viande, de salaisons, etc. Qui arrivait des cuisines du Führer. Exactement, alors que personne n'avait à manger ailleurs. Donc tout ça va la hanter. Et puis il y a cette autre culpabilité à titre collectif, effectivement, en tant qu'Allemande, autrichienne en plus. Elle va surfer comme ça toujours entre cette culture et allemande et autrichienne. Née en Autriche en l'occurrence. Oui. Avec, alors après, et puis un père autrichien. Oui. Avec un passeport allemand après. Ouais, voilà, c'est vraiment. ouais. Mais alors elle a totalement germanique. Voilà. Mais elle a vraiment renié l'Autriche parce qu'après même quand elle fait des allers-retours entre la France, c'est la France et l'Allemagne. C'est jamais plus l'Autriche. Et c'est vrai que ça va distiller quelque chose de très fort tout au long de sa carrière puisque les rôles, c'est hallucinant le nombre de rôles dans des films qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est fascinée par ça et elle choisit même, à partir du moment où elle peut choisir, elle va choisir des rôles qui sont toujours en lien avec cette histoire, avec ce problème-là, avec la notion de culpabilité, des rôles dont il faut bien dire que noirs comme ils sont, ils finissent peu à peu par la détruire un peu. Tout à fait. Alors, c'est aussi le paradoxe dans la vie de Romy Schneider. Romy disait qu'elle n'arrivait pas à gérer le réel et que donc elle se réfugiait dans la fiction. Mais elle disait aussi que la fiction l'avait tellement enfermée dans quelque chose qu'elle n'arrivait plus à vivre le quotidien. Elle avait une phrase très jolie, elle disait « À faire toujours l'actrice, on finit par s'user, on cesse d'être humaine, on perd le goût réel pour la vie. » Et c'est vrai qu'elle était devenue véritablement une handicapée du quotidien. Alors, elle avait Piccoli disait qu'elle était un zigzag, mais c'est exactement ça. Donc elle avait des alternances entre la vie réelle et la vie rêvée. Donc il y a des moments, elle disait non, le cinéma, plus jamais, je ne veux plus, c'est de la fausse vie, c'est pipeau, je ne veux plus. Et puis elle devenait maman, elle se mariait, elle avait une vie normale, entre guillemets. Et là, d'un seul coup, c'était insoutenable, c'était insupportable. Mais elle est morte de ces va-et-vient, véritablement, il y a aussi ce lien très bizarre entre la personne profonde qu'elle est, Romy, comme vous l'appelez, si je puis dire, et puis Miss Schneider, la star de cinéma, qui aime aussi forcément non seulement la vie que ça procure, mais aussi l'art cinématographique en tant que tel. C'est une jeune femme qui vit au moment de l'épanouissement suprême d'un cinéma qui est devenu le premier des arts, avec des personnalités en plus comme Visconti ou Orson Welles qu'elle fréquente, qui plus est. Elle a eu véritablement une exigence artistique et c'est d'ailleurs cette exigence est née avec Visconti parce que c'est vrai que elle arrivait d'un cinéma germanique qui n'était pas un cinéma d'auteur, c'était vraiment très populaire, c'était un peu la grosse artillerie. Du cinéma de qualité populaire. Voilà, c'est ça. Et quand elle rencontre Visconti, elle découvre tout un monde. D'ailleurs, il la casse véritablement. Ça a été vraiment une grande souffrance de travailler avec Visconti aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Il l'a fait sortir d'elle-même et ensuite, au fil de son travail avec les autres réalisateurs, elle aura toujours cette exigence de dépasser les limites, d'aller toujours plus loin jusqu'à se détruire même physiquement. Par exemple, il y a le vieux fusil, la scène terrible où elle est projetée contre un mur avec un lance-flamme. Elle y va tellement pour de vrai et tellement violemment qu'elle s'arrache les ongles contre la pierre. Il y a quelque chose d'hystérique dans sa façon de gérer le jeu. C'est l'acteur studio sans ce qui encadre d'habitude ce genre d'expérience. Alors, elle était à l'inverse de l'acteur studio. Elle voulait sans vraiment. Elle était pas du tout dans l'improvisation puisque chaque geste, chaque mot, chaque virgule, chaque souffle était répété. Et d'ailleurs, elle a eu beaucoup de problèmes avec certains réalisateurs, notamment avec Chabrol, par exemple, ou Lelouch, avec qui elle a jamais voulu tourner, qui lui demandait de créer une situation. Et Lelouch, elle a vraiment catégoriquement refusé de travailler avec lui pour cette raison. Oui, elle était dans un état de totale compréhension et complicité avec Claude Sautet, bien sûr, qui restera le grand cinéaste de sa vie, incontestablement, et avec cet acteur Michel Piccoli qui savait la comprendre et qui, d'une certaine manière, dédramatisait
maîtrisait aussi sa personnalité. Oui, tout à fait. Et puis il savait la faire rire. Elle était toujours prête à rire d'elle-même. Et lui osait le faire, alors que beaucoup d'autres, elle était la grande Romy Schneider. On n'osait pas vraiment se moquer d'elle. Et Piccoli osait. Elle a été très proche aussi de quelqu'un dont on parle pas souvent, mais c'était Gérard Klein avec qui elle a tourné. Bien sûr. Et Gérard Klein parlait très bien allemand. Et ils ont eu une très très grande complicité. Mais elle avait besoin qu'on la chatouille un peu. Et surtout, elle détestait la star. Elle détestait le mythe Romy Schneider. C'était pas quelqu'un qui se regardait dans le miroir. Hein. Et évidemment, ce mythe la ramenait forcément aussi à sa mère. Elle était elle-même la fille d'une star. Et quelle star, puisque c'était l'une des actrices les plus prisées du Troisième Reich. Ça devait être très complexe à vivre ça. À partir du moment où elle l'a pleinement compris, elle a dû mettre du temps à accepter cette histoire-là. Elle a mis très très longtemps à comprendre quelles avaient été les amitiés de sa mère. Bon, je pense souvent les relations mère-fille sont compliquées, mais elle l'était doublement, et elle a eu une relation de rejet assez constante avec sa mère, alors qu'elle a eu par contre avec son père quelque chose d'une adoration. Elle a d'ailleurs recherché son père toute sa vie, et la relation qu'elle avait avec Claude Sautet, elle demandait toujours à Claude Sautet de la réinventer. C'était quelque chose de c'était un peu la figure paternelle. Il lui permettait d'exister. Dites-moi si je me trompe, mais c'est un peu ce que je crois comprendre dans votre travail. C'est qu'en vérité, cette femme qui était d'abord et avant tout à la recherche d'elle-même, de la femme, essaie de se trouver dans le cinéma. Or, quelle image le cinéma lui renvoie-t-il? L'image de la star Romy Schneider que les gens veulent continuer à applaudir dans des crinolines et des landaux de la cour de Vienne. Il y a là une sorte de malédiction d'une certaine manière. Le cinéma comme planche de salut, et on découvre que cette planche de salut vous ramène à ce que vous voulez fuir le plus. C'est exactement la problématique. C'est ce serpent comme ça continuellement qui se mord la queue, et du coup c'est insoluble, et d'où les dépressions, d'où le refuge dans l'alcool, d'où toutes ces souffrances qui vont découler de ce mal-être original. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. 9 €. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous parlons cinéma cet après-midi sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire d'une grande actrice, Romy Schneider. Forcément, quand on parle cinéma, on pense au Festival international du film, celui de Cannes. Romy Schneider est allée très souvent sur la Côte d'Azur. C'était pas le genre de choses qu'elle adorait. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était pas son. C'était la corvée là, ça. Oui, mais elle aimait pas tout l'apparat de la star. C'était pas son affaire. Non, pas du tout. Elle ne vivait pas heureuse dans cet appareil-là. En fait. Elle était même plutôt hippie. Les gens que j'avais rencontrés pour écrire ce livre et qui avaient vécu au quotidien avec elle disaient que c'était quelqu'un qui aimait pas les bijoux, les toilettes, le coiffeur, le maquillage. Elle était plutôt au quotidien un peu en haillons. Et d'ailleurs c'est drôle parce que les gens qui la rencontraient ne la reconnaissaient pas. J'ai une anecdote comme ça, c'est un jour Alice Donna qui va dîner chez Annie Girardot, et elle arrive chez Annie Girardot et puis elle voit une femme assise dans un petit coin de la pièce en train de lire des magazines, et puis Girardot dit à Alice tiens, je te présente mon amie Romy, et là Alice Donna écarquille les yeux, se dit quoi, Romy? Et c'était effectivement Romy Schneider, même pas remarqué, mais tapis dans un coin, sans maquillage, pas coiffée. Du tout la star qui est là pour impressionner les gens. Exactement, en fait elle était très photogénique, mais quand on la voyait dans la vie, elle était plutôt petite, se tenant pas très droite, voilà, pas une allure de star. Elle cherchait constamment à échapper à ce pourquoi on l'avait programmée d'une certaine manière. Hein. Et d'ailleurs, ce goût qu'elle avait pour la judaïté, les juifs eux-mêmes, les prénoms juifs, la culture juive, tout ça la fascinait, un peu comme une sorte d'horizon pour elle, et de changement d'atmosphère. Oui, tout à fait. D'ailleurs, elle est même allée en Israël tourner un film. Le film l'intéressait pas spécialement, Blumfeld, mais bon, c'était en Israël, donc elle y est allée. Mais c'était intéressant son rapport au monde juif, à la culture juive. Un jour, il y a un journaliste qui lui dit « Mais vous appelez vos enfants David et Sarah, pourquoi ?» Et elle répond en une phrase, elle dit « Mais c'est atroce ce que nous avons fait. » Et voilà, toujours ce que nous avons fait. Cette culpabilité collective, en quelque sorte. Et quand elle a épousé Harry Meyen, le père de son fils David, qui était un grand intellectuel juif, il l'a passionné à deux égards. Il était un intellectuel, ce qu'elle n'était pas et qu'elle rêvait d'être,
et il était juif. Et ça, c'était très important pour elle, parce que c'est effectivement une porte ouverte sur un autre monde, et loin de ce monde finalement qu'elle n'aimait pas, qui était le sien. Alors ce monde du cinéma dont elle se défiait tellement, elle l'a peu à peu, grâce à sa célébrité et à l'importance de la moindre de ses apparitions, j'allais dire mis à genoux, en tout cas mis à son service ou à sa disposition. C'est elle qui a choisi ses rôles, puis plus tard, elle a même été jusqu'à choisir ses films et jusqu'à monter. On parlait de La Passante du Sans Souci, c'est un projet de Romy Schneider, littéralement. C'est la seule fois qu'elle a vraiment monté un film. C'est la fin, là. Là, c'est la toute fin. C'est d'ailleurs étonnant, c'est le film testamentaire, et c'est la première fois qu'elle choisit un réalisateur, une production, des partenaires. Mais c'est vrai que elle a été, avant l'heure, maîtresse de sa carrière, parce que c'est quand même une époque où les agents, les réalisateurs, etc. décidaient de beaucoup de choses. Elle a vraiment attrapé la carrière, et elle a vraiment décidé de ce qu'elle voulait faire, acceptant même des rôles qui n'étaient pas du tout populaires, des rôles même qui allaient beaucoup choquer. D'ailleurs, elle s'est détournée de l'Allemagne de façon spectaculaire, parce qu'elle a accepté effectivement des rôles qui ont rendu fous les Allemands. Elle avait fini par acquérir une aura relativement sombre, il faut le dire. Moi, je me rappelle, j'étais à l'époque un tout jeune adolescent, mais j'ai été frappé, marqué à vie par son chagrin au moment de cette mort. Il faut dire que c'est à peu près ce qui peut exister de pire. Vous imaginez une mère qui perd son jeune fils dans des conditions absolument atroces. Elle était poignante, renversante, déchirante, rien que d'en parler. Vous voyez, j'ai la gorge qui se serre. Ça a marqué une époque. Mais à la fois, il y a cette face sombre, effectivement, qu'on va trouver dans Le Vieux Fusil, même dans La Passante, etc. Et à la fois, c'est une comédienne qui a vraiment incarné la vie et la joie des années 70. Parce que quand on regarde Les Choses de la vie, César et Rosalie, Une histoire simple, elle nous parle... Oui, de tout l'inverse. Elle nous parle de tout l'inverse. Bien sûr. Et là encore, on est toujours dans cette oscillation comme ça entre le solaire et l'obscurité. Le soleil et l'ombre. Le zigzag. Il avait raison, Piccoli, oui. très fort. Oh, il voit souvent les choses avec beaucoup de justesse, Michel Piccoli. Est-ce qu'elle s'est suicidée, oui ou non? On a tellement raconté de choses à ce sujet. Non, alors c'est vrai que dès le lendemain de sa mort, François avait titré Romy Schneider s'est suicidée. Pas du tout. Alors, après, il y a toujours eu des zones d'ombre dans la mesure où Laurent Davnas, le procureur, n'avait pas demandé d'autopsie. C'est quand même incroyable entre nous. Oui, alors il s'est toujours défendu en disant qu'il était un grand admirateur, que Romy Schneider était un mythe et qu'il ne pouvait pas supporter l'idée qu'on ouvre comme ça le corps de Romy Schneider. Ce qui paraît un absolument... procureur de la République, c'est hallucinant. Ce qui paraît assez hallucinant, effectivement. Mais... Vraiment, si on regarde les faits, on peut pas imaginer qu'elle s'est suicidée. Elle, au moment où elle meurt, elle est en train d'écrire un petit mot à une journaliste pour reporter un rendez-vous. Elle qui détestait les journalistes, on peut pas imaginer qu'elle ait fait un petit mot alors qu'elle allait mettre fin à ses jours. Elle venait d'acheter une maison, elle avait sa petite fille qui avait 5 ans, la petite Sarah. Mais le coup de fil où elle dit je ne peux plus alors à ses proches. Non, il n'y a pas eu de coup de fil juste avant sa mort où elle aurait dit je ne peux plus. Elle avait des vagues de dépression régulièrement. C'est une phrase qu'elle a prononcée peu de temps avant de mourir. Exactement, très souvent. Oui. Mais sinon, on peut même imaginer que les derniers mois, le dernier printemps, ce printemps 1982, Romy allait mieux. Elle avait un nouvel amoureux, Laurent Pétain. Elle avait des projets de films. Il y avait un projet avec Depardieu. Elle avait découvert Depardieu qu'elle adorait. Un projet avec Delon. Donc voilà, elle a fait une surdose de médicaments parce qu'elle se droguait aux médicaments depuis très longtemps pour supporter la vie, c'est tout. David Lelay-Hélo, Romy, avec une préface d'Alain Delon. C'est édité comme toujours magnifiquement par Télémac. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce mystère, Romy Schneider.